Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, mon invité est DRH depuis 15 ans dans la même entreprise. Dans un monde RH où on change de poste tous les 3 ans, ça force déjà le respect. Mon invité, c'est Morgane Tréhard et elle dirige les ressources humaines de Ressources T en Vie, un groupe coopératif breton d'insertion qui emploie 180 personnes. Son quotidien, c'est du recyclage, du transport, du reconditionnement d'électroménager. Mais son vrai métier, c'est de remettre des gens sur le chemin de l'emploi. Et oui, chez elle, un recrutement réussi, c'est un salarié qui part. 78% de sorties vers l'emploi, ou la formation, même en pleine tempête budgétaire. Et oui, en 2025, pour Morgane, c'est 60 postes supprimés, un tsunami financier et un plan rebond à construire dans la foulée. Et comme si piloter les RH d'un groupe d'insertion en SKIC ne suffisait pas, Morgane est aussi vice-présidente de la Fédération des entreprises d'insertion de Bretagne, administratrice au niveau national, créatrice de Campus Inclusion, un organisme de formation certifié Calliope, et membre de la fameuse ANDRH. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que peu de podcasts abordent. C'est quoi concrètement être DRH quand ton entreprise est une coopérative, que tes salariés votent sur la stratégie et que ton cœur de métier, c'est l'inclusion par le travail. Morgane, merci de m'accorder du temps et bienvenue sur ce podcast. Bonjour, merci pour l'invitation. Je t'en prie, merci de nous accueillir dans vos locaux. Qui sont à Rennes. On va pouvoir effectivement échanger pendant ces quelques minutes sur toi, ton parcours, tes convictions. C'est quoi effectivement être RH aujourd'hui dans une entreprise d'insertion en France et puis ta vision de l'avenir de la fonction RH et de l'insertion aussi. Parce que je pense que c'est un monde qui comme tous les mondes, bouge clairement. Avant toute chose, tout le monde ne te connaît pas. C'est ton premier podcast. Ce serait chouette, effectivement, tu te présentes. Et qu'est-ce qui, dans ton parcours, dans tes premières expériences, peut-être avant Ressources T en Vie, t'a donné envie de mettre l'humain au centre de ton métier ? Alors, moi, j'ai un parcours académique universitaire, maîtrise de sciences éco. Et à cette époque, je suis déjà attirée par les relations humaines. Je vais faire mon premier stage dans un cabinet de recrutement et on me donne une mission de chasse de tête et mon premier talent recruté, c'est une responsable pour le groupe Hermès et voilà, c'est une expérience qui était fort intéressante, qui m'a permis de connaître les techniques de recrutement. Pour autant, à cette époque, on est dans les années 90-2000. La France connaît un contexte de chômage où on avoisine à peu près les 10%. Même avec mon bac plus 4, plus 5 en poche, je me dis, pas sûr de trouver du boulot à l'issue. Et les politiques publiques m'intéressent. Je me dis, comment est-ce que je peux agir au-delà de la relation humaine ? Donc, je cherche à me spécialiser et je me dirige vers un DESS. Ok. Qui est tourné vers les politiques publiques de l'emploi.
Donc là, je commence à naviguer autour de l'écosystème, des intermédiaires de l'emploi, les acteurs de l'emploi. Alors, c'est un DESS qui a une double dimension, RH et politique publique de l'emploi. Donc, je garde toujours ce fil. Et à l'issue de cette formation, mon premier poste, c'est en mission locale. J'ai un poste de conseillère emploi. Alors, c'est des milieux assez précaires, hein, donc c'est du CDD d'abord. Et puis, assez vite, je fais mes preuves et j'occupe un poste de responsable du service emploi-formation à la mission locale, toujours. Et assez vite, voilà. Alors, je manage des équipes. Je travaille avec les acteurs, les décideurs institutionnels. Mais je trouve que c'est pas assez. J'ai l'impression que je suis à côté, pas dedans. Au bout de 10 ans, je fais le bilan et je me dis, il faut que j'aille en entreprise, mais pas n'importe quelle entreprise. Je veux continuer à faire de l'insertion et puis je veux reprendre un peu le fil RH qui m'anime. Et Ressources T m'offre cette belle opportunité, puisqu'à l'époque, Ressources T se développe et grandit. Et recrute, recherche son ou sa RRH. Donc, c'est tombé sur moi. T'étais la première RH de Ressources T ? Alors, j'étais la première responsable RH. Il y avait un service. Il y avait déjà un service RH, mais qui était à structurer. Donc, moi, je suis arrivée dans ce contexte. Et puis, j'ai évolué au fil des 15 ans sur un poste de DRH que j'occupe aujourd'hui, qui est fort passionnant. Donc, ce poste, aujourd'hui, me permet deux choses. À la fois d'agir, agir sur l'emploi. C'est notre cœur de métier ici, c'est l'insertion professionnelle. On s'adresse à des personnes qui sont exclues, invisibles, tu l'as dit tout à l'heure. Et ça me permet aussi de travailler dans le monde des RH. Voilà comment je suis arrivée là. Ok, donc tu n'as pas connu non plus une tartine d'employeur. Non, je suis assez fidèle. Tu es extrêmement fidèle. Et justement, qu'est-ce qui nourrit aujourd'hui encore ta flamme dans cette structure ? Alors là, je vais juste prendre quelques chiffres. J'en prendrai pas beaucoup tout au long de l'interview, mais si on regarde ce qui se passe en Bretagne, l'insertion, c'est à peu près 3200 postes. D'accord. Si je regarde juste d'un point de vue administratif, en Bretagne, on compte à la louche 130 000 demandeurs d'emploi longue durée et bénéficiaires du RSA. Je prends juste cet indicateur. Sur la région administrative Bretagne. La région Bretagne. Ouais. Donc 130 000 qui sont éligibles d'un point de vue administratif à l'insertion et 3200 postes. Notre mission, elle est très très loin d'être accomplie. Ah oui. Il y a encore largement la place pour nos entreprises. Et moi, j'estime que, on a connu un contexte très difficile l'année dernière, mais on ne souhaite pas s'arrêter là. Et je pense qu'il y a largement encore de quoi faire et le travail est loin, loin, loin d'être accompli. Ok. Et quand tu repenses à toi, à la Morgane qui a commencé il y a 15 ans, est-ce qu'il y a des convictions RH que tu avais à l'époque et que tu as abandonnées ? Et à contrario, est-ce que des convictions RH que tu avais à l'époque, quand tu as débuté, et que tu as renforcées ? Abandonner, je crois pas. Puis je crois pas que ça soit dans ma nature. Pas de fatalité, en fait. Ça, c'est une chose que j'ai apprise, ou en tout cas qui a été renforcée. Ne jamais être fataliste sur ce qui arrive. On est toujours acteur, on peut toujours l'être, et se battre constamment. On est dans des écosystèmes qui sont contraints. On le sait, et on n'est pas très visible. Donc, on a un travail aussi de communication, se faire connaître auprès du grand public, auprès des décideurs publics, des institutions. Ça, c'est important. Ne jamais être fataliste face à une situation. Ok. Alors, t'es DRH, t'as une équipe ? J'ai une équipe, ouais. J'ai une belle équipe, d'ailleurs. T'as combien de personnes ? C'est structuré comment ? Alors, j'ai aujourd'hui 4 chargés d'accompagnement socio-professionnel et RH.
Okay. C'est un métier qui n'existe pas dans les entreprises classiques. Ce sont vraiment des experts de l'accompagnement, Okay. De l'insertion professionnelle. Donc, eux recrutent les personnes que vous allez accompagner? Ils recrutent, ils accompagnent. Okay. Et ils travaillent en lien quotidien avec les équipes opérationnelles. Ce sont des binômes, ça ne peut pas fonctionner autrement. Il faut savoir que les salariés en insertion sont 7 heures par jour sur leur poste de travail. Donc sans le feedback de nos encadrants, nous RH insertion, on ne peut pas travailler. Donc on est constamment collés aux opérations, aux encadrants, pour savoir ce qui se passe dans nos ateliers sur les postes de travail. Le travail d'un chargé d'accompagnement, c'est d'accompagner tout au long du parcours d'insertion nos salariés. C'est de faire des diagnostics de situation, repérer là où sont les freins, ce qu'on appelle les freins à l'emploi, logement, santé, finances, rupture familiale. Accident de la vie, il doit y avoir énormément de situations différentes, j'imagine. Ouais. Donc, chaque situation est différente et lorsqu'un salarié arrive chez nous, c'est pas par hasard. Donc, il y a des choses à travailler et surtout pas mettre un mouchoir dessus. On les repère et on travaille avec un réseau de partenaires. Ça, c'est extrêmement important. Je le dis toujours à mes équipes, on n'est pas des assistants sociaux, on n'est pas des médecins, on n'est pas des infirmiers. Il y a des gens très très bien qui travaillent sur ces métiers et il faut s'appuyer sur ces réseaux. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, le réseau des entreprises aussi, parce que sans les entreprises classiques, nous, on ne travaille pas. Il faut savoir que la plupart des salariés qui sont exclus du monde du travail, c'est parce qu'il y a des carences de réseau. Ils ne sont pas en réseau avec avec des entreprises et ne savent pas toujours comment faire pour s'approcher d'une entreprise. C'est pas naturel d'aller voir un recruteur, c'est pas simple. Donc nous, notre travail, c'est de jouer cette intermédiation et de pouvoir aller vers et créer des passerelles pour nos salariés et montrer que nos salariés ont des savoir-faire et qu'ils peuvent tout à fait s'adapter dans une entreprise. Donc, des chargés d'accompagnement, si je reviens à la première question, 4, dont une qui est basée sur Brest. Okay. J'ai Sandra, donc une personne qui est à l'administration du personnel. On recrute beaucoup et on fait aussi beaucoup de sorties, des entrées-sorties. Donc, c'est une fonction qui a toute sa place chez nous. Une chargée de mission RH, qui est plus spécialisée qui est sur une fonction généraliste et qui m'accompagne plutôt sur tout ce qui est développement RH. Et la formation, parce que la formation, ça aussi, c'est un sujet chez nous. C'est un fort investissement que l'on fait avec un organisme de formation, donc une responsable aussi de l'OF qui gère toute cette partie. Ok, donc c'est déjà une belle équipe avec une particularité, c'est tes équipes recrutent, accompagnent, forment, mais aident aussi à trouver une solution après ressources T en vie. Exactement. Les équipes travaillent à préparer nos salariés sur, comme je le disais, tout ce qui est repérage de freins et travail en lien avec les réseaux. Ça, c'est une part importante de leur travail. Ensuite, on travaille sur les projets professionnels. C'est pas parce que je fais de la rénovation d'appareils électroménagers ici que je ferai ça toute ma vie. J'ai peut-être envie travailler dans une cuisine, dans le maraîchage ou ailleurs. Donc, on travaille sur le projet professionnel de nos salariés. C'est une particularité qui n'existe pas non plus dans les entreprises classiques. Clairement pas, non. On travaille pas sur leur... Vous travaillez le présent, mais le futur aussi, quoi. On travaille le présent, le futur et surtout le futur qui n'est pas chez nous. Donc, dans une entreprise, on peut travailler le futur, mais le futur chez soi. Donc, et là aussi, c'est important d'être en lien avec les entreprises locales pour connaître les besoins d'aujourd'hui et de demain. Quels sont les métiers qui vont recruter? Quelles sont les compétences que l'on doit travailler ici? Comment on adapte nos postes de travail aux métiers de demain. Je prends un exemple.
Si les entreprises avec lesquelles on collabore nous disent nous on a besoin de conducteurs d'engins, CACES, logistique, ok, et par contre la compétence numérique elle est extrêmement importante. Si nous on n'adapte pas nos postes et qu'on ne permet pas à nos salariés de développer cette compétence, on est à côté, ils ne seront pas recrutés. C'est aussi simple que ça. Donc on adapte nos postes à ce qui se passe à l'extérieur. Ok, extrêmement clair. On va revenir sur pas mal de choses. Du coup, c'est quoi les compétences que toi, tu as dû développer et que tu n'avais pas appris dans tes livres de cours à l'université, en DESS? Quelles compétences RH toi, tu as vraiment fait grandir en toi durant ces 15 ans? Alors, beaucoup. Ouais. Beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses sur le terrain. Les techniques, on les apprend et elles sont transférables quelque part. Techniques de recrutement, même si on recrute très différemment. Construire un plan de formation, tout ce qui est technique, outils, c'est assez transférable. On apprend l'empathie, on apprend la distance, donc c'est très... ça peut paraître contradictoire, mais c'est important dans nos métiers. On apprend à écouter, l'écoute active, on en parle souvent, mais dans nos métiers, c'est extrêmement important. Encore une fois, on ne vise pas à former des personnes pour nous, pour notre entreprise, mais pour les autres. D'ailleurs, vous recrutez pas en CDI, vous recrutez en CDD. En CDD insertion. CDD insertion. Exactement. Okay, ouais. D'ailleurs, c'est un contrat de droit commun qui répond aux exigences, évidemment, du Code du travail, ça va de soi, mais aussi des branches professionnelles. Et ça aussi, c'est important pour nous. Quand un salarié arrive chez nous, est embauché comme conducteur, par exemple, nous sommes sur la convention collective des transports routiers. Donc, on répond aux exigences de la branche et nos salariés se forment aussi et apprennent à travailler dans les conditions de la branche. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous de se caler sur les branches professionnelles et d'être toujours en lien avec nos branches professionnelles. Ok. Avant de rentrer sur Ressources T, j'ai une dernière question qui te concerne personnellement. Je l'ai dit en intro, tu es vice-président de la Fédération des entreprises d'insertion de Bretagne, tu es membre du conseil d'administration national, tu es membre de la NDRH. Pourquoi tous ces mandats en plus d'un job qui doit être bien prenant? Oui. Je dis que c'est un choix, mais pourquoi? Oui, c'est un choix, c'est un vrai choix. Alors, une des premières raisons, c'est de pouvoir partager entre pairs. Les réseaux permettent cela, de partager nos expériences, nos questionnements, nos problématiques, nos actualités. Ça permet de grandir, ça permet de monter en compétences. Donc ça, c'est une forme de veille et de partage. Ça, c'est la première raison. La deuxième, des mandats comme à la Fédération des entreprises d'insertion permettent d'être au plus proche des décideurs au niveau national. Et ça, c'est extrêmement important dans nos métiers. Cette année, par exemple, le budget 2026 a été une énorme bataille pour l'IAE, l'insertion par l'activité économique. La Fédération des entreprises d'insertion, alors je ne vais pas dire qu'on a gagné on n'a pas vraiment gagné parce que malgré tout, on est dans un budget qui est beaucoup plus contraint aujourd'hui qu'hier. Pour autant, on nous annonçait un moins 11% au niveau national de budget. On a un atterrissage à moins 1,8 sans le plaidoyer de la Fédération des entreprises d'insertion. C'est clair qu'on n'y serait pas. Donc, on a limité la casse. C'est pas satisfaisant encore. Pour autant, c'est bien ces mandats au niveau de la FEI. Alors, c'est pas Morgane Tréhard personnellement, mais c'est bien ces mandats qui le permettent et qui permettent d'être en lien avec les décideurs publics. Donc ça, c'est extrêmement important dans nos métiers où on a des budgets qui sont des finances publiques. Et puis la troisième raison, je dirais que c'est là pour le coup, c'est très lié à notre métier. Qui est de rapprocher le monde de l'insertion du monde de l'entreprise classique et de créer des passerelles pour nos salariés.
Et sans ces réseaux, c'est forcément plus compliqué. Et je dirais que cet axe-là reste à développer pour nous. Voilà, enfin, il y a déjà des relations qui s'opèrent, mais en tout cas, il faut qu'on communique davantage et qu'on se fasse reconnaître davantage dans notre particularité d'insertion par l'activité économique. C'est un véritable sujet, hein. Moi, en tant que contribuable à titre personnel et aussi avec mes entreprises, je suis toujours un peu étonné d'entendre qu'effectivement, on a bien conscience que l'État doit faire des économies, enfin il y a un peu une dette quand même qui traîne, mais de se dire faire des économies sur l'insertion d'hommes et de femmes, ça me reste un peu pantois, moi, comme décision, parce que l'objectif, c'est quand même qu'on ait le maximum d'hommes et de femmes en France qui travaillent, quoi. Donc, qui génèrent de la valeur, qui vont consommer, qui vont générer des charges, et donc voilà, donc c'est assez. Moi, dans mon esprit, qui ne se fait pas au quotidien dans l'insertion, autant je comprends qu'il fasse faire des économies, il n'y a pas de débat majeur là-dedans pour moi, mais autant sur ce sujet, c'est incompréhensible pour moi. Oui, parce que c'est vu comme un modèle coûteux, là où ça devrait être vu comme un modèle plutôt d'investissement. Et alors là où on n'est certainement pas bon et où on doit s'améliorer, c'est justement de démontrer cet impact et ce retour sur investissement. Alors justement, il y a tout un travail qui est en train d'être fait au niveau de la Fédération des entreprises d'insertion. Evans qui est en train de mener une thèse et qui va nous aider justement à mesurer les impacts sur nos territoires, dans nos filières, sur l'emploi, pour mieux démontrer. Oui, exactement. 1 euro investi égale X euros de valeur pour le territoire. Tout à fait. Et ça, ça touche à la com, hein, mais c'est effectivement hyper important. Alors, ressources T, je l'ai dit en intro, c'est une SKIC. Ok, super. J'ai utilisé un bel acronyme. Tu peux expliquer ce que c'est et ça change quoi au quotidien pour une DRH? Alors, une SIC ou SKIC, il y a les deux qui se disent. C'est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est la possibilité pour des parties prenantes telles que nos salariés, bien évidemment, mais aussi des personnes de la société civile ou des partenaires publics. C'est la possibilité d'être associé à notre entreprise et de prendre part aux décisions. Alors pas que, c'est aussi de véhiculer nos valeurs, de définir nos principes, de définir la façon dont on va fonctionner et quelles sont nos missions, notre cœur de métier. Alors la SIC, c'est plutôt un temps long en réalité. C'est un temps long parce que on cherche à définir ce qu'on va être sur les 10 prochaines années, les 15 prochaines années. Nos salariés, qui sont des associés, vont travailler sur ces questions-là. Alors, c'est pas tous les salariés, il faut avoir 2 ans d'ancienneté pour pouvoir devenir associé. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi être associé? Parce que dans les entreprises, être associé, c'est j'investis de l'argent dans un capital pour essayer d'avoir des dividendes ou en tout cas un retour sur le capital positif dans X années. C'est pas ça, vous? Non, c'est pas ça. Alors déjà, il n'y a pas de dividende chez nous. Donc ça veut dire quoi être associé? Il y a effectivement une souscription au capital pour pouvoir devenir associé. Qui est différente selon les catégories de partenaires. Cette souscription au capital permet d'intégrer la SIC, de devenir coopérateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis coopérateur, associé, que je sois cadre, agent de maîtrise ou employé, ma voix compte pour de la même façon. Si je souscris 1 000 € ou si je souscris 5 000 €, ma voix compte de la même manière. Je ne vaux pas 5 fois plus parce que j'ai 5 fois plus au capital. Ce qui fait qu'il n'y a plus de notion de subordination, il n'y a pas de notion de statut, statut au sens socio-professionnel, j'entends.
Et quand je travaille sur des sujets SIC, je ne suis pas le manager, mais je suis avec des pairs. Ok. Donc dans ton équipe, ça peut être le cas. Dans mon équipe, ça peut être le cas. Ok. Voilà. Donc parfois je suis manager et parfois je suis pair. Donc ça c'est une façon de fonctionner qui n'existe pas dans des entreprises classiques non plus. Alors après, effectivement, il n'y a pas de dividende chez nous. C'est pas le sujet. Des personnes qui sont convaincues par le fait que le travail c'est un vrai vecteur d'intégration dans la société et qui veulent travailler, s'investir sur ces questions-là. Donc ça, c'est la SIC. Après, ce qui est parfois compliqué, c'est ce que la gouvernance, en tout cas le RH, c'est l'entreprise, elle fonctionne au quotidien et elle fonctionne comme une entreprise. Donc parfois, il faut mettre... c'est la casquette qui change de bord selon les sujets. Et après, la SIC, elle a sa propre feuille de route à travailler. Par exemple, sur les sujets en ce moment, c'est comment on structure le parcours de formation d'un coopérateur. Parce que je deviens associée, mais finalement, c'est quoi mon rôle ? Comment je dois me comporter ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ou qu'est-ce que la SIC doit m'apporter ? Donc ça s'apprend. Il y a un parcours de formation à structurer. Comment je peux attirer des personnes de la société civile à venir aussi s'investir dans la SIC. Voilà, c'est des sujets qui n'ont qui n'ont pas à voir avec les fonctions classiques RH qu'on peut connaître. C'est clair que c'est effectivement très différent. Comment tu gères, toi, peut-être l'usure professionnelle de tes propres équipes RH, donc, qui sont confrontées quotidiennement des situations qui sont pas simples, difficiles, qui peuvent toucher humainement aussi, évidemment. Même si, tu l'as dit, on doit être empathique et en même temps prendre le recul. Alors, des temps d'échange et de partage, ça c'est de feedback, de retour, ça c'est important. La formation, par exemple, sur ces dernières années, alors on n'est pas les seuls, mais on a parfois l'impression d'avoir un peu un prisme. On est, comme plein d'entreprises, confrontés à des problématiques de santé mentale de nos salariés. Et il faut outiller, il faut former nos personnels pour aborder ces questions-là et les aborder de manière sereine. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais ça passe par la formation, le partage entre pairs aussi. On a au sein de Rennes Métropole des groupes de travail entre SIAE ou entre pairs qui font que ça permet aussi de prendre la distance et puis de continuer dans son métier sans trop être usé justement par celui-ci. Alors, on disait aussi en intro, je disais en intro que vous affichez 78% de sorties vers l'emploi et la formation. Même j'imagine que l'objectif c'est peut-être 100, même si je ne sais pas si c'est atteignable dans ce milieu, mais on l'espère évidemment tous. Mais moi je trouve que c'est un chiffre qui est remarquable. Et quelle est la recette concrète de votre protocole pour obtenir ce score, malgré en plus une situation économique française qui n'est pas oufissime, quoi. Oui. Alors 100%, ça serait compliqué parce que ça voudrait dire qu'on serait sélectif au départ. On ne recruterait que des personnes dont on est quasi sûr que ça fonctionne. Et encore, on n'a pas parlé de ce sujet-là. C'est effectivement comment est-ce que vous sourcez ? Vous ne passez pas des annonces, j'imagine. Alors, on peut passer des annonces. Mais vous avez aussi des relais, j'imagine, dans les missions locales peut-être ou d'autres. Alors, on travaille effectivement avec tout ce qu'on appelle les prescripteurs. Alors, c'est une liste qui est établie par l'État, la préfecture. Donc, il y a une liste officielle. Et puis, il y a des orienteurs qui sont d'autres acteurs qui, de près ou de loin, accompagnent des demandeurs d'emploi.
il y a ce qu'on appelle une plateforme inclusion, qui est un site internet qui a été créé par l'État. Chaque acteur de l'emploi qui accompagne des demandeurs d'emploi positionne sur nos offres, alors celles de ressources T évidemment, mais pas que, sur toutes les SIAE, que ce soit des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion ou des entreprises de travail temporaire d'insertion ou des associations intermédiaires. Il y a 4 structures, 4 typologies de structures dans les SIAE. Donc cette plateforme permet de centraliser les candidatures et de rendre visibles nos postes ouverts. Donc les prescripteurs positionnent des candidats. Les candidats peuvent aussi se positionner eux-mêmes. Okay. Après, il faut répondre à des critères soit administratifs ou que le diagnostic de situation permettent de démontrer qu'il y a une réelle difficulté à s'intégrer dans une entreprise classique. C'est pas moi qui ai envie de classique. changer de métier, je vais suivre pendant 2 ans une formation grâce à vous, quoi. Exactement. C'est pas ça le sujet. Non. Ça, donc il faut moyen, mais c'est il faut être éligible à l'insertion, et ça c'est bien les prescripteurs, donc France Travail, Mission Locale, les points accueil emploi qui positionnent et qui évaluent la situation de la personne. Donc ça, c'est l'entrée. Ça, c'est l'entrée. Donc le 100% n'est pas possible parce que le 100% ça voudrait dire, est pas possible parce que ça voudrait dire que on ferait de la sélection en réalité, parce que c'est comme ça que ça se ferait. Et c'est pas du tout l'objectif. Ça voudrait dire que on prend jamais de risque entre guillemets. Et c'est tout l'inverse de nos métiers en réalité. Justement, nous, on se challenge et on prend des risques parce qu'on ne recrute pas sur la compétence. On ne recrute pas sur la compétence, surtout pas, en fait, c'est pas notre sujet. Oui, vous attendez pas qu'il soit spécialiste de l'électroménager avant d'arriver ici. Non, d'abord, ça n'existerait pas, le réemploi d'électroménager, alors même si... certains s'y mettent aujourd'hui, mais globalement, non, on n'attend pas effectivement que la personne ait déjà exercé ce poste de travail. On recrute la personne sur sa motivation à vouloir occuper un poste, quel qu'il soit, et sa motivation à travailler son insertion professionnelle, parce qu'il faut avoir envie de travailler son insertion professionnelle. Ici, on ne vient pas entre guillemets, seulement chercher un poste de travail. On vient aussi on s'engage dans un processus d'accompagnement. Ok, très clair. Donc, comme je le disais, quand un salarié en insertion progresse bien et vite, tu sais qu'il va partir. C'est ça. De toute façon, ils font 24 mois, donc ils vont partir. 24 mois, c'est le maximum. C'est le maximum, 24 mois. Ok, il peut partir avant. En réalité, la durée moyenne, c'est plutôt 1 an. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Et donc, votre succès, c'est de perdre vos meilleurs éléments. C'est l'inverse de beaucoup de RH. Comment tu vis ce paradoxe quand on échange avec d'autres membres de la NDRH, par exemple, d'autres RH qui vivent totalement l'inverse? Oui, c'est un vrai paradoxe de nos entreprises. En même temps, c'est notre raison d'être. Donc, si j'étais pas convaincue, je serais pas là. On a vraiment un process d'accompagnement qui est plutôt très structuré et qui nous permet justement d'accompagner les salariés dans tout ce parcours. Alors, je dirais que nous, RH, encore une fois, on n'est pas au quotidien de travail des salariés. Souvent, c'est les équipes d'encadrement qui s'adaptent le plus en réalité, parce que au bout de quelques mois ou années, si la personne va jusqu'à ses 2 ans, on vient dire au chef d'équipe, bon, et là, il est temps de le faire partir. Les premières années, ça va pas être simple, parce que même chef d'équipe, ils peuvent s'attacher humainement, enfin, on s'attache à ses collègues. C'est jamais simple. Parce que alors, j'aime pas trop le mot famille, moi, dans les boîtes, mais néanmoins, des fois, on passe plus de temps au travail que des fois, même si, par exemple, on est seul, il y a des relations qui se créent, quoi. Il y a des relations, c'est des salariés qu'on a vu grandir dans leurs compétences, dans leur situation, parfois personnelle, professionnelle, évidemment.
puisque c'est là où on a un impact, des reprises de confiance. Voilà, parfois on a des parcours de vie difficiles. Quand on entend les parcours de la Méditerranée, c'est pesant. Et quand on sait que la personne va sortir de là, c'est très chouette. C'est un enthousiasme débordant que l'on a. Les premières années, c'est très enthousiasmant. Après, il peut y avoir une forme d'usure chez nos encadrants, parce que c'est une éternelle répétition. Dans leurs équipes, ils sont tout le temps à former des nouvelles personnes à un nouveau métier. Donc, tu as un gros parcours d'onboarding, tu as un parcours d'offboarding aussi qui existe. Aussi. Qui n'est pas le cas dans beaucoup de sociétés, pour le coup. Ouais. Alors, on a 3 phases, nous, dans notre accompagnement. La première, c'est effectivement l'accueil et l'intégration. En gros, ces 3 phases, elles correspondent aux 3 durées de contrat que l'on a. 7 mois, 10 mois, 7 mois. La première phase, comme on dit souvent, c'est on pose les valises. Ça y est, là, ça fait des années qu'on cherche, qu'on n'a pas trouvé. Enfin, on trouve un poste de travail. Oui. On pose les valises. C'est pas forcément des gens qui sont capables de faire 7 heures consécutives de Alors, chez nous, si, ils le font. Dès les premiers jours ? Dès les premiers jours. C'est un 35 heures par semaine. En revanche, il y a une progression dans le travail, dans le rythme de travail. On va pas être sur un attendu tout de suite. Donc, on a des indicateurs, on suit, on accompagne vraiment les étapes de progression du salarié. On va s'attacher d'abord à le diagnostic de situation. C'est hyper important de repérer dès le départ là où sont les freins. Parce que si je travaille pas le frein logement, par exemple, si on a un salarié qui est en précarité logement, il est évident qu'il y aura des ruptures de parcours. Si j'ai pas de toit sur la tête et que je dois venir travailler 7 heures par jour, 35 heures par semaine sur un métier qui peut être physique, et puis le travail, à la fin de la journée, on est fatigué, on a envie de prendre une douche. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines, mais rarement plus. Au bout d'un moment. C'est là où vos partenaires vous aident, quoi. Exactement. C'est là où on a un travail de fond avec les partenaires pour trouver des solutions. Donc ça, c'est dès le départ. On s'attache vraiment à faire un diagnostic social, c'est comme ça qu'on l'appelle, et avec des questions très poussées. Qu'aucun RH ne pose dans la réalité, dans une entreprise classique. Qu'on n'aurait même pas le droit de poser. Et qu'on n'aurait même pas le droit de poser. Et nous, on les pose parce que c'est important pour le parcours. Et ce n'est pas des freins bloquants pour nous. C'est-à-dire que ça ne va pas bloquer au recrutement, ça va pas... on va juste les identifier pour bien les travailler et s'attacher à les lever. Ou apprendre à les gérer. On va pas toujours lever des freins, mais on va apprendre à travailler avec un frein ou une difficulté. Et puis, sur l'aspect travail, ça va être une montée en compétences progressive sur les 7 premiers mois pour atteindre un niveau de connaissance du poste, aller à hauteur de 80%, on va dire, à l'issue de cette phase de 7 mois. Donc sur ces premiers temps, on a travaillé sur le diagnostic social, on a travaillé avec nos partenaires. Le salarié, lui, monte en compétence avec l'équipe d'encadrement qui est renforcée chez nous. Et on a un système d'évaluation tripartite, donc les chargés d'accompagnement, l'encadrant et le salarié, qui est au minimum une fois tous les 6 mois, mais ça peut être plus si besoin. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, une fois que le salarié comprend le fonctionnement de l'entreprise, a travaillé ses freins, est plutôt à l'aise maintenant avec ses collègues, dans son poste de travail, on va travailler la professionnalisation. La professionnalisation, il y a 2 manières de l'atteindre. C'est l'expérience. Plus je fais, plus je maîtrise, plus je deviens autonome. Et la formation. Donc c'est là où Campus Inclusion, notre organisme de formation, va venir professionnaliser nos salariés sur des formations métiers, des formations sécurité ou des formations sur le développement. L'informatique, différentes compétences qui sont apportées par le biais de la formation. Et en parallèle, les chargés d'accompagnement vont travailler le projet professionnel du salarié.
comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que j'occupe un poste d'agent de tri que je serai agent de tri toute ma vie. Donc ça, c'est les deux choses qui sont travaillées dans cette deuxième phase. Et puis la troisième phase, au bout de 17 mois, il est temps de partir parce que je me suis professionnalisée, j'ai travaillé mes freins, j'ai travaillé mon projet. Il est temps de retrouver le chemin d'une entreprise classique et c'est là où on va œuvrer sur la préparation à la sortie. Donc là, on met les salariés dans une dynamique. Donc on a des ateliers ou de la formation, des ateliers collectifs sur de la recherche d'emploi, on va travailler sur de la simulation d'entretien, sur tout ce qu'il faut pour... Et là, vous faites tout vous-même? Ouais, vous n'avez pas de partenaire? Alors, on a un partenaire qui est Agir ABCD, avec qui on travaille. Ce sont des professionnels retraités pour la plupart, mais professionnels du secteur de l'emploi, qui viennent pour aider nos salariés à faire leur CV. Ouais, ok. Donc on travaille avec eux. Et globalement, sur tout ce qui est recherche d'emploi, c'est plutôt internalisé. Ouais, ok, très clair. Quand on a préparé l'échange, quand on a échangé, tu as accepté de parler de 2025, qui a été une année de tsunami pour vous, avec 60 postes supprimés. Comment on fait quand on est DRH dans ce genre de situation, que c'est pas de votre faute? Voilà, c'est pas vous qui avez décidé de supprimer 60 postes. C'est pas un plan social au sens l'entreprise va mal. Tout à fait. Voilà, on l'a bien compris, c'est effectivement les budgets qui ont été contraints. Alors c'est la perte d'un marché, d'un marché qui était historique pour nous. Ça faisait plus de 20 ans qu'on avait ce marché de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques. Comment on vit ça? Injuste? Comment les équipes vivent ça? Et comment on réagit comment on doit garder la tête froide quand on est DRH dans cette situation? Alors, injuste, oui, c'est plutôt comme ça qu'on l'a vécu, puisque à notre niveau, on estime que le code de l'environnement n'a pas été respecté dans cet appel d'offres. Donc, forcément, on trouve ça injuste, mais c'est la justice qui le définira. On passe par un état de sidération au départ, parce qu'on se dit, c'est notre marché historique, c'est 70% de notre chiffre d'affaires. En menace directe, c'est 85 postes. D'accord. Sur 240 qu'on compte en avril 2025. Et quand on se dit qu'il y a une menace sur 85 postes, possiblement, il y en a sur les 240. Donc, c'est un état de sidération, c'est un tsunami, comme tu l'as dit. Et très vite, il faut se mobiliser. Moi, je fais partie du CODIR et du conseil d'administration. Enfin, je suis administrateur au conseil d'administration. Donc, très vite, il faut se mobiliser en tant qu'équipe dirigeante. On a la chance d'être soudés et de travailler depuis très longtemps ensemble. Et puis, assez vite, on a un soutien incroyable, un soutien des politiques, un soutien des citoyens, un soutien des partenaires. Alors, le fait est que nous n'étions pas les seules unités en vie à être impactées par cette perte d'appel d'offres, par cette perte de marché, pardon. Tous nos collègues du Grand Ouest, en vie Anjou, Nantes, Niort, donc Rennes, on a tous perdu au même moment ce marché historique. Donc le soutien, ça a été des salariés aussi. Enfin, c'est des images très fortes qu'on garde et qui nous obligent, nous dirigeants, à agir en réalité. Et quand on agit, on n'est pas dans le sentiment. On laisse pas la place à la colère, on laisse pas la place à tout ça. En fait, il faut balayer ça parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, en tant qu'RH, forcément. On est au cœur du réacteur, là, pour le coup, parce que on doit s'attacher à ce que les fins de parcours qui sont anticipées, parce que nos salariés, on n'a pas pu les emmener là où on voulait. Il faut s'attacher à ce que ces fins de parcours
les remettent pas dans une situation de précarité. Oui. Ça, c'était vraiment un leitmotiv important pour nous. Donc, on a heureusement un réseau de SIAE, d'autres collègues entreprises d'insertion avec lesquels on a pu faire des relais de parcours, des passerelles, des entreprises qui ont recruté nos salariés. Donc, voilà, tout ça fait que on a œuvré pour que la casse soit la moins difficile à supporter possible. Et puis après, on a eu des démissions, parce que dans ce genre de situation, il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup d'appréhension. Donc, voilà, des personnes permanentes. Des personnes permanentes qui sont parties, et notamment au service RH, parce que on était dans une dynamique de développement. Oui. Mes collaborateurs étaient plutôt sur des fonctions d'accompagnement, de recrutement. Et là, se dire, on va accompagner un plan. Alors, au final, ça n'a pas été un plan social, mais il faut accompagner des destructions d'emplois. C'était insupportable pour certains ou certaines. Et donc, voilà, le chemin s'est poursuivi ailleurs. Mais ouais, c'est une année... voilà. À oublier. Pourvu que la crise soit derrière. C'est clair. Et du coup, comment vous visez... tu vois, là, on est en 2026 quand on enregistre. C'est quoi vos objectifs, on va dire 2030 ? Comment vous rebondissez derrière tout ça ? Alors, en réalité, de cette expérience, on s'est dit il y a deux options. Soit on se replie, c'est-à-dire on reste là où on est, on se structure pour être à l'équilibre, et puis on continue comme ça. On fait le dos rond, on attend qu'effectivement les budgets de l'IAE ou les marchés s'ouvrent de nouveau, et puis on verra après. Ça, c'était une première stratégie possible. Ou la deuxième, c'est finalement, on ne va pas rester là, et on va plutôt être sur une stratégie de rebond. Il faut qu'on regagne nos 60 postes perdus à minima. Et avant ce tsunami, on était sur une stratégie de développement, avec un cap 2025 et cap 2030 qui nous amenait jusqu'à 500 postes. C'était la cible. Ok. On a choisi plutôt cette stratégie de rebond. Donc pour ce faire, là on a commandé plusieurs études, 2 études, donc une étude plutôt stratégique pour nous aider à cibler les marchés sur lesquels on va pouvoir aller, et en parallèle une étude GPECT parce que encore une fois, notre cœur de métier, c'est l'insertion. Donc il faut que les postes soient compatibles avec l'insertion, et il faut que ça réponde aux besoins du territoire en compétences, les besoins de demain. Donc la GPECT, elle est extrêmement importante. C'est important pour nous de connaître les besoins des entreprises, en tout cas ce qu'elles imaginent à l'aune 2030 comme compétences indispensables dans leurs équipes. Donc ces 2 études sont menées en parallèle. On a notre AG au mois de juin, donc on espère avoir déjà bien avancé sur le sujet pour définir une stratégie qui devrait nous amener à cap 2030 ou 35 si tout va bien. Ok, donc à suivre ces prochaines semaines. Ouais. Ok. Vous avez créé, ou tu as créé, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est vous au sens large, Campus Inclusion, qui est un organisme de formation certifié Calliope. Donc, quelque part, votre organisme de formation en interne. Pourquoi c'était stratégique de ne pas dépendre d'OF qui sont externalisés ? Alors, effectivement, oui. J'ai créé Campus parce que quand on a décidé de le créer, on formait des salariés. Je vais prendre l'exemple des CACES parce que ça, c'est assez parlant. On formait en externe nos salariés à obtenir leur CACES pour pouvoir conduire des engins, monter en compétences sur la conduite d'engins, logistique.
À l'époque, 80% d'échecs au passage des CACES. Ah oui, ça fait mal. 8 sur 10 qui ne réussissaient pas. Alors que, pour nous, c'était clair, c'était tout à fait possible pour eux d'y arriver. Alors, qu'est-ce qui faisait frein ? On a beaucoup de salariés qui maîtrisent peu ou pas la langue. Beaucoup de salariés qui ont été en échec scolaire, donc le fait d'être dans une salle face à un formateur, c'était pas forcément avec un collectif important, voilà, ça mettait pas en confiance. Et des formats pédagogiques pas toujours adaptés. Être 35 heures d'affilée dans une salle de formation, alors même si sur le CACES, il y a de la conduite d'engin, mais c'est pas adapté pour des apprentissages pour nos salariés. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser ce ratio, être plutôt sur 8 sur 10 qui réussissent. Donc, on a commencé à réfléchir sur un schéma pédagogique et puis les OF classiques, finalement, ne pouvaient pas le proposer. C'était trop du sur-mesure, ça n'allait pas au grand public. Donc, on s'est dit, on va le faire. Après tout, on a des encadrants dont c'est le métier, on va peut-être les former. On a des encadrants qui ont plutôt des qualités de pédagogue. Et puis en même temps, ça permet à nos encadrants d'avoir une autre casquette, une casquette de formateur, qui les sort un petit peu de leur quotidien de manager de proximité. Donc on a commencé comme ça et on a fait de la préparation au CACES, pour reprendre cette formation, cet exemple. Et là, on est aujourd'hui, alors je vais dire 8 sur 10, mais en réalité, on est à 100% de réussite depuis plusieurs années maintenant. Donc ça marche. On a fait la même chose sur les permis de conduire. Est-ce que vous accompagnez des personnes qui n'ont pas de permis ? On accompagne des personnes. Alors, permis poids lourd. Oui, ok, d'accord, ok, j'entends. Okay. Des permis poids lourds. Donc, on recrute des salariés en permis B, qui ont leur permis B et dont le projet, c'est d'aller vers les métiers de conducteur poids lourd ou super poids lourd. D'accord. Et donc là, on les forme à ces métiers avec des préparations, des perfectionnements. Enfin, voilà, il y a différentes choses. Et sinon, on accompagne au code de la route. On a une formation sur le sujet parce que beaucoup de salariés n'ont pas le permis. Et c'est un frein. Oui. La mobilité, c'est un gros frein. Donc, on a une formatrice qui est spécialisée sur les questions de transport. Ok, c'est top. Et je pense que c'est nécessaire. Donc voilà. Ouais. Donc, en tout cas, pour répondre, le campus, en fait, n'a pas pour vocation à remplacer des OF classiques. Moi, le CACES, ça ne m'intéresse pas de le passer parce qu'un CACES campus inclusion, pour une entreprise logistique, ça n'a pas de valeur. Le CACES, l'Aftral, chez Promotrans, ça va parler. Donc ça, voilà, on n'a pas pour vocation à remplacer des acteurs existants. Mais par contre, on a pour vocation à s'inscrire sur des schémas pédagogiques qui n'existent pas et qui sont beaucoup plus adaptés à des publics tels que les salariés en insertion. Après, on n'est pas tourné que vers l'interne. C'est un organisme de formation qui peut s'adresser aux demandeurs d'emploi, qui peut répondre à des appels à projets ou des appels d'offres sur le marché de la formation. Mais c'est vrai qu'on est plus expert sur les publics, on va dire, plus éloignés et qui requièrent un travail un peu sur mesure. Quel conseil tu pourrais donner à des DRH qui nous écoutent, qui sont RH, DRH, RRH, peu importe, dans une entreprise traditionnelle, classique, et qui veut devenir plus inclusive demain ? C'est quoi la première action concrète qu'elle devrait mettre en place ? La première action concrète, ça pourrait être de nous appeler, nous, les SIAE, parce qu'on a des talents qui sont peut-être encore un peu trop cachés, mais on a plein de talents dans nos entreprises. Donc, si vous avez des difficultés de recrutement sur un certain nombre de métiers, appelez vos SIAE sur vos territoires. Exactement.
Il y en a sur tous les territoires français, j'imagine. Il y en a sur tous les territoires français. Ça peut être aussi les fédérations ou les têtes de réseau, comme on dit. Mais ça, c'est une première action inclusive, concrète. Et l'intérêt, c'est que nous, on a vu évoluer nos salariés. On est en capacité d'évaluer très précisément à la fois les axes de progrès possibles ou encore possibles pour le salarié, là où il a une zone de confort. On est en mesure vraiment d'établir un point de situation très précis sur ce que c'est faire, ce que ne sait pas faire ou ce que peut faire un salarié. Donc sans parler à sa place évidemment, mais en tout cas on est en mesure d'échanger avec nos pairs sur ces questions-là. Donc ça c'est la première des choses. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, peut-être, souvent ce que je dis, moi, c'est votre CV, il est très bien écrit, il est bien fait, je sais le lire maintenant, c'est vous que je veux connaître. On est encore attaché à la lecture d'un CV ou à creuser ce qu'il y a dans un CV et pas forcément à la motivation. Oui. À ce qui est au cœur de la motivation du salarié, ou du candidat quand il est à l'état de candidat. Ce qui l'anime, ce qu'il a, lui, pense être en capacité de faire. Donc voilà, ce seraient les deux mesures, les deux conseils que je pourrais donner. Ok. L'IA, elle débarque partout, dans les RH, mais dans tous les métiers. Pour des structures comme Ressources T Envie, c'est une opportunité, une menace d'exclusion peut-être supplémentaire pour des personnes. Comment est-ce que au-delà de l'usage de l'IA, mais comment est-ce que vous prenez en compte ce changement qui est majeur dans notre monde aujourd'hui ? Alors, je suis une optimiste de nature. Alors, j'ai plutôt envie de dire que c'est une opportunité. C'est une opportunité, mais effectivement, il faut cadrer. Il faut cadrer, il faut accompagner. Alors, c'est une opportunité dans nos métiers, très clairement, sur des outils, ça nous permet quand même... c'est des accélérateurs sur des choses qui n'ont pas toujours de la valeur ajoutée. Ça nous permet vraiment de nous consacrer à des choses qui ont un peu plus de valeur ajoutée. Maintenant, si on focus un peu plus sur les salariés qui sont dits plus éloignés de l'emploi, là, effectivement, il faut être très attentif parce que nos salariés sont quand même les plus sujets à l'électronisme, c'est clair. Nous, on le voit au quotidien, en réalité. Alors, on parlait de campus inclusion tout à l'heure. On forme, nous, nos salariés sur des questions du numérique. Donc, il faut accompagner. Il faut vraiment accompagner par la formation, par la culture de l'entreprise. Quand on apporte ce type de compétences, on voit bien que les salariés sont en mesure... il n'y a pas de point de blocage en réalité. Mais il faut prendre le temps, il faut s'adapter et il faut adapter nos modèles pour que les salariés intègrent ces notions qu'ils verront dans les entreprises qui les accueilleront. Donc, on peut pas se dire... c'est pas pour eux parce que ça va être trop compliqué. Ouais. Surtout pas. Bah non, je pense que ce serait l'erreur. Pas de fatalité. Jamais. Ça, c'est important. Non, ce serait l'erreur. Ouais. Donc, il faut l'intégrer, mais comme il a fallu intégrer Internet fut un temps. Alors voilà, sauf que là, ça paraît beaucoup plus puissant, mais... Oui, puis ça va très vite. Peut-être que dans 30 ans, on verra finalement, il y avait d'autres choses plus puissantes. Donc il faut l'intégrer et non, c'est une opportunité. Mais voilà, attention aux gaps qui peuvent se creuser. Les sujets dont on entend parler dans les petits milieux RH, le télétravail, la semaine de 4 jours, c'est des sujets que tu regardes, toi, ou pas du tout? Tu te dis, mais c'est pas pour nous, en fait. C'est pas compatible. Alors, c'est moins compatible, c'est clair. Non, on est obligé de les regarder aussi parce que on a 120 salariés en parcours d'insertion. Mais on a 60 salariés permanents qui travaillent dans une entreprise, qui eux-mêmes ne sont pas en insertion. Qui eux-mêmes ne sont pas en insertion, qui occupent des fonctions support, des fonctions managériales, des fonctions techniques. Donc on est obligé, nous sommes sollicités de manière assez classique là pour le coup,
sur ces questions-là. Les questions de bien-être au travail, de QVCT, de santé au travail, de télétravail. Tout ça, ça traverse nos entreprises de la même manière que mes collègues RH d'autres entreprises. Donc si on est obligé, on les regarde, oui. Ok. On les regarde. Après, tout n'est pas... tous les postes ne peuvent pas être compatibles, mais j'ai envie de dire, comme dans beaucoup d'entreprises. Comme dans beaucoup de boîtes, ouais, tout à fait. Ok. J'arrive sur la question de la fin. Quel message tu pourrais donner à toi qui as été une jeune RH? Peut-être que tu fréquentes encore des étudiants en RH, je ne sais pas si tu en rencontres de temps en temps. Quel message tu aimerais leur faire passer à ceux qui nous écoutent et qui doivent retenir absolument pour réussir dans la fonction RH? Moi, je dis souvent que la fonction RH, c'est une fonction c'est un questionnement. Il ne faut jamais être dans des certitudes, jamais être dans des assurances. C'est questionne. C'est ta seule façon d'avoir l'information et l'écoute suffisante pour pouvoir justement s'adapter. Donc, c'est un métier de questionnement, les RH. Ça, c'est important. J'en parlais tout à l'heure, l'empathie. C'est des métiers où, naturellement... en tout cas, si l'empathie n'est pas naturelle, ça peut être compliqué. La distance, il faut se protéger et en même temps, il faut pouvoir écouter. Donc, la distance suffisante, pas trop loin non plus. Et puis après, je pense que déjà, c'est pas mal. C'est déjà un bon programme. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose, un sujet qu'on n'a pas abordé, dont tu voulais absolument parler ce matin et que j'ai pas forcément creusé assez? Je sais pas. J'ai peut-être oublié de dire quand même dans ce qui fonctionne, pourquoi on atteint les 78% là de sortie pour l'année 2025. En tout cas, en ce qui concerne Ressources T, nous sommes triple certifiés et nos salariés évoluent dans ce schéma. Triple certifié ISO, 9001, 14001, 45001, donc qualité, sécurité, environnement. Et c'est ce qui permet aussi de professionnaliser. Et pour une PME de notre taille, être triple certifié, c'est exigeant. Mais cette exigence, elle est vraiment importante parce que moi, quand je vais voir mes collègues RH, je leur fais visiter et on leur explique que nous sommes triple certifiés, ça, ok. C'est que derrière, on développe des compétences, nos salariés développent des compétences qui sont tout à fait transférables ailleurs et qui sont identifiables. Donc ça, c'est une marque de réussite, ou en tout cas qui nous démarque sûrement d'autres SIAE qui peut-être afficheraient un peu moins de taux de réussite. Non, sinon je crois qu'on a à peu près... Il y aurait une anecdote pro que tu pourrais nous raconter? Quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a surpris, qui t'a touché, qui t'a fait sourire? Alors, qui m'a touché, oui, plein de fois. Je sais pas, après... alors, on a eu dans nos salariés, comme quoi on a vraiment plein de situations très différentes, mais on a accueilli, recruté un lutteur professionnel de centrafricain. Okay. Qui a fait les JO de Londres. Ah oui. Ouais. Et qui est réfugié de son pays, qui pouvait pas retourner dans son pays. On l'a accueilli chez nous. Il a débuté dans nos ateliers Envie 35, donc sur la rénovation d'appareils électroménagers. Et son rêve, c'était de devenir conducteur routier. Pardon. Conducteur routier et à l'issue des 2 ans, il a touché son rêve. Il est passé par des étapes difficiles parce que il a perdu son logement à un moment donné, donc il s'est retrouvé à la rue, mais il a jamais lâché. Par le réseau, par les partenaires, on a assez rapidement, on a pu lui retrouver un logement.
Il y a eu une solidarité des collègues, de ses collègues, des salariés qui lui ont amené un meuble, un lit, une cafetière. Évidemment, il a acheté son électroménager ici pour s'équiper assez rapidement. Et voilà. Et aujourd'hui, il est conducteur routier poids lourd. Il a fait faire des chemises aux couleurs d'envie pour remercier. C'était il y a quelques années, mais voilà, c'est une histoire assez émouvante parce que quand il est sorti de l'insertion, il mène sa vie, tout va bien, il a des enfants, enfin voilà. C'est des beaux parcours de vie qui ont été très difficiles et super chouette, voilà. Et puis on a eu aussi un journaliste, pareil, centrafricain, qui est venu à la COP 21. Et qui n'est jamais reparti, qui a obtenu un statut de réfugié et qui a démarré chez nous comme vendeur et qui a changé de métier, qu'on a accompagné sur les métiers de l'informatique. Et voilà, il est technicien informatique, donc des beaux parcours. Ouais, c'est toujours chouette d'entendre effectivement ces sorties positives. Claire. On appelle ça les beaux parcours chez nous. On essaie de faire quelques postes, mais c'est voilà, derrière un chiffre 78%, c'est surtout des beaux parcours. Oui. Et des situations uniques à chaque fois. Ouais, forcément. Tout à fait. Donc même s'il y a de la masse au global, il y a quand même à chaque fois c'est une somme de situations très très personnelles. Tout à fait. Et qui nécessitent une adaptation à chaque fois. Donc très très chouette, merci. Comment tu fais ta veille pro aujourd'hui? Alors, les réseaux, tu en as parlé, ça, déjà, clairement. c'est utile. Réseau pro et réseau RH. Réseau pro, réseau RH. On a aussi un cabinet juridique avec lequel on collabore. Et j'ai soit par la formation ou des newsletters qui nous arrivent. Les réseaux sur LinkedIn, c'est pas mal aussi. Il y a pas mal d'infos. Faut prendre et laisser, mais il y a des choses, en tout cas, qu'on peut aller chercher sur... Tu traînes un peu sur LinkedIn? Ouais, un peu. On essaie de ne pas tous passer trop notre temps dessus, parce que sinon, ça peut être bouffetant aussi. Ouais. Donc, faut trouver... Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer, des collègues RH que tu aurais envie d'entendre? Des collègues RH, il y en a plein. Tu penses je pense à Sabine, par exemple, de Citédia, avec qui on a fait pas mal de passerelles. Sabine Laurenceau. Ouais, qui est très chouette et avec qui on a eu des salariés qui sont partis travailler chez Citédia. Eh oui. Donc voilà. Ok. Je note l'idée. Ouais, Sabine. Je vais lui en parler à Sabine. Très chouette. Si tu n'étais pas DRH, tu ferais quoi? C'est une bonne question. Je crois que alors forcément un métier en relation avec les autres parce que j'ai besoin de parler quand même. Je suis une grande bavarde. Après, je suis assez curieuse de tout. Donc je crois que je pourrais faire plein de métiers. À partir du moment où je suis en relation avec les autres et que j'apprends, je crois que je pourrais vraiment faire plein de métiers. Mais je crois que viscéralement, je suis attachée à mon métier quand même. Ouais, tu t'es pas imaginé, par exemple, tu vois, on parlait du monde politique qui vous aide moins aujourd'hui que peut-être il vous a aidé dans le passé. Pour essayer de faire bouger les choses, tu t'es pas dit tiens, je vais passer de l'autre côté de la barrière, je vais arrêter les RH et puis je vais passer du côté politique pour essayer d'impulser une politique d'insertion plus proactive et durable? Oui, c'est une bonne question que j'ai pu me poser après pour côtoyer un peu ce domaine, ce milieu. Je suis pas câblée pour. Ok. Je suis pas câblée pour parce que alors je sais faire des compromis, mais je sais pas m'asseoir sur des choses fondamentales et je pourrais craindre d'avoir à le faire. Ok, très clair. Donc non. En revanche, agir sur la politique au sens citoyen, oui.
Et voilà, c'est plus là mon combat. Ouais. Donc, plutôt comme ça, ouais. Si on a envie de te contacter, alors si des entreprises ont envie de contacter Ressources T Envie pour embaucher vos collaborateurs, comment faire? Et ça, c'est la première question. Deuxième question, comment toi te contacter? Alors, par LinkedIn, par exemple, ça c'est tout à fait possible, c'est assez facile. Par la NDRH, par le standard, par mail, par téléphone. Voilà, j'ai un 06, on peut m'appeler, il n'y a pas de souci, je réponds. Mais par LinkedIn, tu vas répondre déjà? Ouais. D'accord. Et si je suis une entreprise que j'ai envie d'embaucher vos collaborateurs, je vais sur votre site web, il y a les éléments. Oui, sur notre site Ressources T, tout à fait. Okay. Ouais, il y a les contacts. Et puis, sinon, faut nous appeler. Sandra sait parfaitement relayer les messages. Donc, y a ce pas sera de géré, en tout cas. Ouais, ce sera géré. Ouais. Okay. Ouais, ça sera géré. Un grand merci, Morgane. Merci. Un grand merci pour ta disponibilité, pour ton accueil, pour ta transparence aussi. Et pour nous avoir fait découvrir en tout cas un univers que personnellement je connais peu. Alors je connaissais Ressources T parce que j'avais acheté un appareil, mais voilà, sorti de ça. L'envers du décor. Ça, c'est l'envers du décor du consommateur, ça n'a rien à voir, même si c'est indispensable pour que l'entreprise tourne évidemment. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, hein, tous les gens qui nous écoutent, vous n'êtes pas obligés d'acheter du neuf. Il y a plein de choses en reconditionné aujourd'hui qui marchent très bien et en plus qui aident des personnes à retrouver un job. Donc ça, c'est oui, et c'est assez diversifié. On parle souvent de gros électroménagers, mais il y a aussi des ordinateurs, des téléphones. Plutôt que d'acheter des produits neufs en Chine. Voilà, le message est passé. Voilà. Donc, à chacun d'être citoyen ou pas. Merci Morgane. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!